Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans cette audition publique des trophées de la e-santé depuis l'université d'été de la e-santé à Castres-Mazamet. Audition donc publique pour la première fois puisque vous le voyez, elle est retransmise en direct sur Internet. Alors le principe est simple, 5 catégories qui vont défiler aujourd'hui. Tous les candidats qui vont se présenter dans cette journée ont déjà fait l'objet d'une présélection draconienne sur papier. Donc c'est déjà une belle réussite pour eux d'arriver jusqu'à l'oral aujourd'hui à Castres-Mazamet devant le jury. Chacun aura 5 minutes grand maximum pour présenter son projet. Puis le jury ensuite pourra poser des questions également pendant 5 minutes. Et puis pour vous, donc téléspectateurs qui nous suivez en direct, sachez que vous avez tout au long de la journée et jusqu'à demain 16h, la possibilité de voter pour le projet de votre choix, celui qui vous aura marqué, celui qui vous aura plu. Vous avez le droit à un vote et donc demain soir, il y aura une 6e catégorie, le prix des internautes. Le projet qui aura obtenu le plus de votes sera également récompensé. Pour que les choses soient le plus justes possible, eh bien, vous n'avez droit, vous, internautes, qu'à un seul vote par adresse IP. Donc sous cette fenêtre de diffusion, vous avez la liste de tous les projets qui vont défiler aujourd'hui et vous avez jusqu'à demain 16h pour cliquer sur le projet de votre choix. Les 6 prix d'ailleurs, les 6 prix seront remis demain à 18h45, toujours en direct sur cette même scène. Vous allez pouvoir découvrir donc les lauréats des trophées de la e-santé de l'université d'été de Castres-Mazamet 2014. Et sans plus attendre, puisque nous avons déjà un petit peu de retard ce matin, je vous propose de commencer par la première catégorie, la catégorie des projets étudiants. Premier projet présenté ce matin, elle va me rejoindre, c'est Elena Bonnet qui vient nous présenter le projet e-Detect. Elena Bonnet est étudiante à la faculté de pharmacie de Paris 11 en master de marketing. Et pour la juger à mes côtés, un jury composé de Françoise Le Deist. Françoise Le Deist, elle est enseignante, professeure en management des ressources humaines et organisation à la Toulouse Business School. Bernard Archimède, qui est professeur d'université et responsable de l'équipe du DIDS, décision et interaction dynamique pour les systèmes, à l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Et Jean-Marie Coursier, qui est président de Biomédical Alliance, qui est le groupement des entreprises du secteur de santé de Midi-Pyrénées. Voilà, je les laisse donc avec Elena Bonnet. Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire la catégorie étudiant avec notre projet e-Detect. Donc je me représente Elena Bonnet, je fais partie du master marketing pharmaceutique de l'université Paris-Sud et je représente mon master aujourd'hui pour vous présenter notre projet. Donc, e-Detect, globalement, c'est quoi? C'est une application mobile qui est dédiée aux médecins généralistes et qui est couplée à une plateforme de téléexpertise dermatologique. Alors, nous avons pensé cette solution à partir de constats simples. Quand dans une région française, on compte 3 médecins généralistes pour 1000 habitants, on compte un dermatologue pour pas moins de 20 000 habitants. La répartition de ces dermatologues sur le territoire français est mauvaise. Et un autre constat, 80% des médecins généralistes utilisent aujourd'hui leur smartphone à des fins professionnelles. C'est donc à partir de ces constats qu'on a développé e-Detect, qui sera un outil dédié aux médecins généralistes et qui lui permettra de remplir son rôle de professionnel de santé dans l'orientation du patient dans son parcours de soins, afin d'accélérer les délais d'obtention de consultations dermatologiques. Alors, pourquoi avoir développé une telle application? Donc, comme je vous l'ai dit, elle va favoriser la détection précoce des mélanomes et optimiser la coordination entre les médecins généralistes et les spécialistes dermatologues, et permettra d'améliorer la prise en charge des patients qui auront des lésions mélanomateuses. Alors concrètement, comment e-Detect fonctionne? C'est donc une application mobile côté généraliste. Je vais lancer une démonstration du prototype que nous avons développé avec les étudiants d'Epitech. Ok. Ça ne marche pas. Elle est là. Ok.
Donc, comme vous pouvez le voir, cette application est disponible sur iPhone ou tablette. Une fois que le médecin a pris sa photo, il va pouvoir remplir différentes informations sur son patient. Alors, les informations pourront être modifiées en fonction de ce que souhaiteront les dermatologues au niveau des informations qui seront les plus pertinentes pour eux pour établir un avis. On choisit le phototype du patient, comme vous pouvez le voir, les circonstances d'apparition et le nombre de névus. Est-ce qu'ils sont congénitaux ou atypiques? Donc ça, ce sont des informations que nous avons introduites dans cette application, mais qui pourront évoluer ou être plus nombreuses ou, en fonction de ce que souhaiteront les dermatologues. Une fois qu'il a validé son examen, je reviens sur ma présentation. Donc, une fois qu'il a validé son examen, le médecin généraliste va enregistrer ces informations qui seront cryptées et agrégées dans un serveur agréé données de santé. Et de l'autre côté, plateforme dermatologique de téléexpertise, donc côté plutôt hospitalier CHU, une simple actualisation d'une page Internet permettra de faire remonter les données enregistrées la veille, qui seront partiellement décryptées. Il n'y aura pas le nom et le prénom du patient. Ces infos décryptées permettront au dermatologue de rédiger un avis. Si la lésion lui paraît suspecte, il pourra d'ores et déjà demander au médecin généraliste de proposer à son patient une consultation à son CHU. Les perspectives pour e-Detect aujourd'hui, c'est de rendre ce concept visible et potentiellement d'avoir un partenariat avec une structure publique type ARS et peut-être dans un futur proche d'étendre ce diagnostic de téléexpertise à d'autres lésions cutanées pour une solution globale en dermatologie dédiée aux médecins généralistes. Merci beaucoup. Allez-y. Alors, pour l'instant, c'est une solution qui a vu le jour en tout début d'année. Donc, au niveau du modèle économique, on en est à, comme je l'ai dit, rechercher des partenariats avec les structures publiques type ARS. On sait que l'idée qu'on soutient aujourd'hui participe des projets qui sont en train de lancer. On sait aussi que ces ARS ont déjà des plateformes de téléexpertise dermatologique et on se dit que l'intérêt pour eux réside dans cette solution qui pourrait implémenter leur plateforme déjà existante. Oui. Oui, bonjour. Comment avez-vous procédé en amont? Est-ce que vous avez fait une étude pour valider les attentes et les besoins des médecins généralistes et des dermatologues par rapport à cette application? En effet, au niveau de la démonstration que je vous ai fait passer aujourd'hui, les informations qui étaient collectées dans l'application mobile ont été réfléchies et pensées avec un groupe de pharmaciens de mon master, en prenant comme base les recommandations officielles de l'INCa, informations concernant le dépistage des mélanomes. Alors, pour insister sur le côté business, le client qui paye en fait, c'est le généraliste, c'est le dermato, c'est le client, c'est... Alors, notre idée à nous, c'est de proposer cette solution aux médecins généralistes de manière gratuite. Donc, vous n'avez pas interrogé le généraliste qui va payer? Pardon? De ce que j'ai entendu des questions, c'est que vous n'avez pas encore interrogé le généraliste. Non. C'est lui qui va payer. Donc, la question, c'est est-ce qu'il a un vrai besoin? Et là, alors, les médecins généralistes, au jour d'aujourd'hui, on parle de développement de la e-santé de manière de plus en plus. Et aujourd'hui, on se rend compte que les médecins généralistes n'ont pas accès à de tels outils. On sait qu'ils sont encore nombreux sur le territoire français par rapport aux dermatologues qui sont de moins en moins nombreux. On sait aussi que ce sont des professions de premier recours. Les patients inquiets peuvent aller voir plus facilement leur médecin généraliste qu'un dermatologue.
Et souvent, l'orientation de ce patient vers un dermatologue en cas de lésion suspecte peut être moins bien prise en charge, dans le sens où si le médecin généraliste donne juste l'information à son patient, c'est suspect, il faudra aller voir un dermatologue. On sait que parfois, les délais d'obtention d'une consultation peuvent aller jusqu'à 3 semaines. J'ai une dernière question. C'est du diagnostic ou c'est de l'orientation? Ça reste de l'avis d'experts. Donc on permet au médecin généraliste de coordonner son action avec un spécialiste en dermatologie. Donc ça amène du crédit à l'information que va délivrer le médecin généraliste à son patient. Et l'idée d'e-Detect, c'est vraiment de permettre aux patients d'accéder plus rapidement à une consultation dermatologique qui permettra de dépister plus précocement des lésions potentiellement mélanomateuses. Est-ce que vous avez un peu un benchmark? Est-ce que ce système existe dans d'autres pays ou peut-être? Alors, on a réalisé un benchmark assez important sur les applications mobiles qui existaient déjà, puisque dans le mélanome, il y a pléthore d'applications mobiles qui existent, sauf que ces applications mobiles ne sont pas destinées aux médecins généralistes. Souvent, elles sont destinées soit au grand public, soit aux dermatologues eux-mêmes, avec des outils de dermoscopie assez imposants, donc qui rendent l'utilisation moins pratique qu'avec un smartphone. L'idée d'e-Detect, la valeur ajoutée d'e-Detect, c'est de proposer une coordination entre médecins généralistes qui n'avaient pas accès à ce genre d'application mobile, avec des experts en dermatologie qui sont centrés sur les CHU. Et cette coordination entre eux permettrait de réduire les délais d'obtention d'une consultation pour les patients. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous de cette présence sur Castres aujourd'hui, puis d'avoir présenté ce projet donc en dermatologie. Voilà, vous pourrez vous remercier. Le candidat suivant va venir s'installer. On va profiter pour faire une ou deux manipulations. Donc je vous rappelle, pour tous ceux qui sont en train de suivre actuellement cette émission en direct sur Internet, que vous avez donc sous cette fenêtre de diffusion la totalité des projets qui vont être présentés tout au long de cette journée. Si ce projet vous a plu, là, tout d'un coup, si vous avez un coup de cœur pour ce projet en dermato, vous cliquez dessus, ce sera votre vote de la journée. La totalité des votes seront ensuite complètement repris. Et demain soir, on aura donc une catégorie vote des internautes. Le projet qui aura obtenu le plus grand nombre de votes sera récompensé. Donc vous avez jusqu'à demain 16h pour voter. Et si vous n'avez pas eu le temps de voir tous les candidats passer au fur et à mesure de la journée, si vous n'avez pas pu être scotché à votre écran tout au long de la journée, sachez que dès ce soir, dès 17h ce soir, vous aurez la possibilité de revoir toutes les présentations des candidats. Vous avez juste à cliquer sur le nom du candidat ou le nom du projet et vous arrivez directement sur sa présentation. Voilà, donc ça sera pour ce soir. On va continuer à présent avec le projet suivant. Il s'appelle AKPO ou ACPO. Il est présenté par Benoît Brouard, qui est interne en pharmacie à Paris. Donc pour 5 minutes. Merci. Donc bonjour, merci d'avoir sélectionné mon projet pour ces trophées. Donc en fait, ce projet, il est né en fait lors de la rédaction de ma thèse de docteur en pharmacie, que j'ai orientée sur la e-santé et la prise en charge des patients en oncologie. Et l'un des points forts de cette thèse, en fait, c'était de développer un outil de santé mobile pour les professionnels de santé. Et alors, pourquoi l'oncologie? C'est parce qu'actuellement, en oncologie, il y a de nombreux bouleversements, dont la chronisation de la pathologie, l'augmentation des traitements ambulatoires et des traitements péros. Et le problème de ces traitements péros, c'est qu'ils sont aussi toxiques en fait, que les anticancéreux injectables classiques. Et le problème, c'est que les médecins généralistes et les pharmaciens officinaux qui sont amenés à gérer ces toxicités ne sont pas forcément bien formés à la gestion de ces effets indésirables. On se rend compte du coup qu'il y a eu des études en fait, qui ont montré que 84% des pharmaciens officinaux avaient été confrontés à des difficultés face à des patients cancéreux. 89% d'entre eux reconnaissent qu'une meilleure information contribuerait à une meilleure délivrance. Et il y a le dernier plan cancer qui est sorti en février dernier qui appuie ce point et qui recommande de faire des guides de bon usage et des référentiels sur les chimiothérapies péros. Donc partant de ce constat, moi et mon directeur de thèse, qui est médecin oncologue, nous avons décidé de développer une application mobile de santé pour aider les professionnels de santé à mieux gérer ces effets indésirables. Donc pourquoi une application mobile? D'une part parce que la plupart des professionnels de santé sont équipés de smartphones. Du coup, ça va permettre de répandre l'outil à moindre coût et très rapidement.
Et aussi parce qu'une application mobile, ça permet un accès facile, simple et actualisé à l'information parce que les smartphones sont tout le temps connectés à Internet. Et alors, autre point, c'est qu'on a réalisé une étude sur les stores d'Apple et de Google. On a étudié 580 applications. Cette étude a été présentée au congrès de l'ASCO en juin dernier. Et grâce à cette étude, on a pu déterminer qu'il n'y avait aucune application similaire à l'heure actuelle dans le monde. Et un dernier point en fait, qui valide notre démarche, en fait, c'est qu'on a déjà de l'expérience dans ce domaine. À nous deux, moi et mon directeur de thèse, on a déjà développé 6 applications mobiles de santé, ce qui nous permet de concevoir un outil approprié. Donc concrètement, voici à quoi ressemble l'application. Donc vous pouvez voir 4 onglets, donc l'onglet recherché, l'onglet fait indésirable, l'onglet thérapie ciblée orale et l'onglet information. Donc dans l'onglet information, vous allez pouvoir avoir les mentions légales et la bibliographie. Mais les 3 onglets vraiment importants, c'est les 3 premiers. Donc d'une part l'onglet recherché, qui va permettre de chercher n'importe quel terme dans l'application, et les résultats seront classés selon la catégorie dans laquelle apparaît le terme. Ici, on tape Sutten, qui est un médicament, il apparaît donc dans la catégorie effets indésirables et médicaments. Vous avez ensuite l'onglet effets indésirables qui recense en fait tous les effets indésirables présents dans l'application, et l'onglet thérapie ciblée qui recense toutes les thérapies, et le tri peut être fait par DCI, par spécialité ou par classe. Il faut voir ces 3 onglets en fait comme 3 onglets qui permettent d'accéder de façon différente à la même information. Ça pour avoir un accès très rapide à l'information et qui répondent aux besoins des professionnels de santé. Donc concrètement, comment fonctionne l'application? En fait, elle contient une base de données qui se synchronise automatiquement et à chaque lancement de l'application en tâche de fond et sans intervention de l'utilisateur à une base de données en ligne. Et cette base de données en ligne, en fait, elle est mise à jour par un site internet qu'on dit en back-office. Et ce site internet permet de faire des mises à jour en temps réel dans l'application. Ça évite de devoir passer par l'App Store d'Apple ou de Google pour refaire des mises à jour. Voilà, donc le contenu de cette application, il est en anglais et en français. Ça permet de toucher le monde entier. Et il est basé sur la littérature scientifique. Vous pouvez avoir un exemple là sur la droite d'une fiche médicament, donc c'est le sunitinib, le Sutent. Vous pouvez voir en fait comment sont classées les informations dans ces fiches. Donc, par exemple, en rouge, vous avez la classe de l'effet indésirable, donc ici dermatologique. En orange, l'effet indésirable, rage cutanée. Et en dessous, de façon déroulée, la fréquence de l'effet indésirable et la gestion de cet effet indésirable. Voilà, donc moi, en fait, ce que j'essaye de faire avec mes applications en tant que professionnel de santé et en tant que développeur d'applications, c'est de concevoir des applications qui soient utiles aux professionnels de santé, qui répondent à leurs besoins, mais qui soient aussi ludiques et simples à utiliser. Voilà, de ne pas juste faire un PDF interactif. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous détailler plus l'application, mais elle est fonctionnelle, elle est disponible. Donc, n'hésitez pas à venir me contacter pendant le congrès pour que je vous fasse une démonstration. Et je vous remercie de votre attention. J'ai une petite question. J'ai lu dans votre document que le contenu de l'application était basé sur la littérature scientifique. Oui. Donc, les données qui seront dans la base de données seront issues de la littérature scientifique. Oui. Comment vous allez valider ces données-là? En fait, d'une part, je suis interne en pharmacie. J'ai fait de nombreux stages dans les services d'oncologie. Et j'ai mon directeur de thèse qui est chef de service du département d'oncologie de l'hôpital de Chartres. Donc, c'est lui qui valide en fait mon contenu présent dans l'application. Voilà. Dernière question, et qui va faire évoluer en fait le contenu de la base? Alors, à terme, c'est un comité scientifique qui devrait le faire, notamment via l'équipe de mon directeur de thèse éventuellement. Mais là, il ne faut pas se leurrer. Pour l'instant, ça va être moi qui vais la mettre à jour. Voilà. Là, j'ai fait la grosse partie du travail en mettant tout le contenu. Les mises à jour demanderont moins de temps, mais c'est moi qui vais les faire dans un premier temps. Voilà. Pour revenir sur la base, parce que c'est, je pense, le cœur du sujet, côté Vidal, hein, le Vidal qui est une référence côté généraliste, quelle est la différence? Pourquoi ils iraient dans cette application plutôt que d'aller voir le Vidal qui a lui-même un certain nombre de codes et de règles pour que la base de données soit vérifiée et revérifiée? C'est très simple, c'est parce que ça n'existe pas dans le Vidal. Ça n'existe pas dans le Vidal, ça n'existe pas dans Teriac, ce que j'ai fait. C'est vraiment de la prise en charge de la gestion des effets indésirables. Ça n'existe pas dans le Vidal, ils ne le font pas ça. Non. Les effets indésirables, les boîtes pharmaceutiques doivent les décrire suite à des études cliniques, donc elle est forcément dans le Vidal. Oui, ils décrivent les effets indésirables, mais ils ne disent pas comment les gérer. Et c'est là toute la différence, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a
aucune information dans le Vidal ou dans la base de données de Teriac qui explique comment gérer ces effets indésirables. Moi, c'est vraiment ce que je fais. Je ne décris pas les effets indésirables. Je dis comment les gérer. Je dis, par exemple, vous avez un rash cutané. Ben voilà, là, c'est écrit. Vous êtes sous traitement sous sunitinib. Vous avez un rash cutané. Vous devez le prendre en charge de telle façon, selon son grade. Voilà, c'est ça que je fais. Et ça n'existe pas à l'heure actuelle. D'accord. Donc, on est dans la formation, l'explication. On est dans l'information. Voilà. Ce n'est pas de la formation. Ce n'est pas un outil de e-learning. C'est vraiment un outil de formation que les médecins, les pharmaciens finaux auront dans leur poche ou sur leur iPad pour avoir accès très rapidement à du contenu quand ils seront en face d'un patient cancéreux. Et comment vous allez valider justement toute l'information que vous y mettez? Parce que là, vous apportez effectivement des solutions, mais comment ces solutions-là, vous allez les valider? C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça a été fait dans le cadre de ma thèse d'exercice, donc qui a été validé par un jury, et c'est validé aussi grâce à mon directeur de thèse qui est médecin oncologue. Voilà. D'accord. Okay. Merci. La question, là, c'est toujours, c'est dans le business model, c'est qui paye? Le médecin généraliste et le pharmacien officinal. Donc aujourd'hui, vous avez été voir des médecins généralistes et ils ont cette demande-là? Oui, les médecins généralistes, mais aussi les pharmaciens officinaux. Je suis à en voir, ils ont ce besoin et du part j'ai fait beaucoup de bibliographie pour justement déterminer ce besoin et il y a vraiment un réel besoin à ce niveau-là. D'autant plus que voilà, il n'y a pas de référentiel dans le Vidal, il n'y a pas de référentiel sur Teriac, il n'y a rien qui est fait actuellement pour y répondre. Et même au niveau des applications mobiles, il n'y a rien dans le monde qui répond à ce besoin. Et vous avez déjà des applications, hein, j'ai compris, ça c'est juste une spécificité. Et aujourd'hui, le modèle marche? De mes applications? Oui. Enfin, je ne peux pas en vivre, voilà, heureusement que je suis interné en pharmacie, mais j'arrive à les rentabiliser. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Bruno Brouwer, pour cette présentation. Donc, dans ce projet étudiant, je rappelle que la catégorie projet étudiant, elle a son parrain aussi, qui est EMS Networks, qui remettra donc ce prix des projets étudiants demain soir à 18h45 sur cette même scène. On va écouter le troisième projet de cette catégorie. Paul Ferré va nous rejoindre sur cette scène. Le projet s'appelle FDS, alors Frailty Diagnostic System, pour le prononcer en très bon anglais derrière, le temps de faire un ou deux petits réglages pour l'accueillir. Paul Ferré vient de l'université de Toulouse et il est étudiant en master systèmes interactifs et robotique. Voilà, on l'écoute donc pour 5 minutes de présentation de son projet. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous présenter dans un premier temps la formation dont nous sommes issus, qui introduit un petit peu le contexte de ce projet. Donc, la formation système interactif et robotique a pour spécialité l'intelligence artificielle, la robotique et les interfaces homme-machine. Et soucieuse de l'insertion professionnelle de ses étudiants, elle dispense plusieurs modules, plusieurs stages et surtout, en fin de cursus, ce qu'on appelle le projet de grande envergure, qui est un projet en promotion entière, où les étudiants doivent adopter une organisation de type entreprise pour travailler avec et pour un client. Cette année, le client a été Sogeti High-Tech, donc sur la thématique de la détection de la fragilité chez les personnes âgées. Les enjeux, justement, économiques et sociétaux de cette problématique de la détection de la fragilité, eh bien, ils se basent sur le fait que nous constatons un vieillissement de la population française. De fait, lorsque ces personnes vont commencer à devenir dépendantes, cela va engranger économiquement une augmentation importante des dépenses de santé pour les ménages et pour l'État. Il est donc nécessaire de limiter la dépendance de ces personnes. Fort heureusement, la littérature médicale a récemment mis en exergue l'état de fragilité, qui est un état se situant entre l'autonomie et la dépendance des personnes, et qui est un état réversible. Donc avec une détection des symptômes et un traitement approprié, il est possible pour une personne fragile de revenir à l'autonomie. Cette détection s'effectue avec notamment les critères de Fried, donc une vitesse de marche réduite, perte de poids, diminution de la force de préhension, déclin cognitif et diminution des capacités visuelles et auditives. À l'heure actuelle, cette détection est faite dans des centres hospitaliers spécialisés, tels que l'hôpital de jour de Toulouse, et s'avère plutôt coûteuse en temps et en personnel médical. Il faut savoir également que 80% des personnes de plus de 60 ans sont potentiellement fragiles, et il est donc nécessaire d'automatiser le processus de ces tests pour faciliter leur suivi.
C'est pour cela que Sogeti High-Tech s'est intéressé au lancement d'un projet visant à automatiser l'acquisition des données nécessaires à la détection des symptômes de la fragilité et permettre également leur envoi au corps médical pour qu'ils puissent établir un diagnostic. Sogeti High-Tech s'est donc tourné vers notre formation pour une demande d'expertise technique pour le développement d'un prototype de système semi-automatisé de détection des symptômes de fragilité. Donc ce système il se décompose en 3 modules. D'abord, sur la gauche, il y a le module destiné au médecin qui va lui permettre, à partir d'une base de données médicale, de proposer des tests à effectuer, mais aussi d'avoir les résultats a posteriori. Ensuite, une application destinée à un assistant médical venu pour superviser le déroulement de ces tests, qui va lui permettre effectivement de lancer les toute la séquence d'ateliers et de transmettre après les résultats à la base de données du médecin. Enfin, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'environnement de test qui se compose de différents ateliers pour l'évaluation et d'une interface. Ces ateliers sont actuellement au nombre de 5, à raison de 1 par critère de Fried aujourd'hui, et permettent d'établir des scores qui vont donner des informations nécessaires aux médecins pour établir un diagnostic. Ces ateliers utilisent des technologies, plutôt des nouvelles technologies, puisque pour les ateliers de marche ou de levée de chaise, nous avons des reconstructions de posture par caméra Kinect. Nous avons aussi de l'interprétation de données capteurs avec, par exemple, une WeBalance Board ou un capteur de force de préhension, mais aussi des systèmes décisionnels, puisque le système inclut aussi un atelier de questionnaires cognitifs qui doivent s'enchaîner en fonction des réponses de l'utilisateur. Pour guider l'utilisateur, nous avons mis en place un avatar 3D qui va guider entre les ateliers et expliquer les consignes. Donc, nous avons utilisé des capteurs grand public ainsi que des technologies de Sogeti High-Tech qui permettent l'extraction et la visualisation des données sur des réseaux de capteurs communicants. Donc, à la question que nous ont posée Sogeti High-Tech sur l'automatisation possible de l'acquisition des données de détection de la fragilité, nous avons pu dire que oui, c'était possible, et Sogeti High-Tech a pu reprendre notre prototype pour ensuite essayer d'en faire une version commerciale qu'ils pourront revendre et établir dans des lieux divers, tels que les centres hospitaliers actuels, mais aussi des pharmacies ou encore des centres balnéaires. Si vous voulez en savoir davantage sur le projet, je vous invite à vous rendre sur le site web indiqué sur la gauche de la présentation. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Qu'entendez-vous par semi-automatique ? Alors, semi-automatique, c'est que le processus de test va être automatisé. Une fois que la personne va rentrer dans l'environnement, elle va pouvoir suivre les indications de l'avatar. Toutefois, il y a quand même cet assistant médical qui va rester à côté, qui va regarder les images de la salle, les différentes données de capteurs, et en cas de problème, de compréhension ou même de chute de la personne, va venir aider, assister la personne. Vous avez parlé de base de données, de stockage d'informations dans une base de données. Qu'en est-il de la confidentialité et par rapport au DMP? Alors, vous vous positionnez? Il faut savoir que ce projet est à ses débuts et c'est Sogeti High-Tech qui s'occupe de voir avec le corps médical comment ils vont pouvoir établir cette base de données. Ils ont cette volonté d'aller vers le corps médical, mais à l'heure actuelle, ils sont encore en négociation. Donc là, on est sur un projet techno, hein, oui. D'accord. Sur ce projet techno, est-ce qu'il y avait une dimension financière? Parce qu'on peut aller sur la Lune, donc, mais le problème, c'est les sous. Donc, est-ce que votre client vous a demandé un cahier des charges rentrant dans une enveloppe financière réaliste? Pas tant une enveloppe financière. Nous avons pris les capteurs que nous avions à disposition. En fait, on avait une idée de la faisabilité de ce projet. On voulait aussi montrer qu'on pouvait faire ces choses-là avec des capteurs simples. Et donc non, on n'avait pas d'enveloppe à proprement parler, mais on s'est quand même dit qu'il serait bien d'utiliser des capteurs plutôt grand public. Et alors du coup, quand vous êtes tombé dans des capteurs ou de la technologie, il y a sans doute le problème de la maintenance et surtout de la fiabilité des mesures et donc de la méthodologie de ces outils. Oui. C'était intégré dans
Oui. Dans la démarche, comment ça va se passer? En termes de fiabilité, nous, on avait à faire donc, ce prototype. On s'est efforcé de le rendre le plus robuste possible. Après, étant donné que c'est un prototype, il y a encore quelques bugs, mais je pense que les compétences techniques de Sogeti arriveront à très bien mettre en place toute cette fiabilité. Vous parlez donc de faisabilité, donc concrètement, vous en êtes où? On n'en est que pour détecter les différents symptômes, la technologie actuelle nous le permet. C'est ça le mot d'ordre de notre projet. Donc, après, pour ce qui est du suivi, ce sont des technologies déjà utilisées, déjà très démocratisées. Donc voilà, c'est vraiment montrer qu'avec quelques capteurs, on peut vraiment faire des détections, même sur des choses complexes comme de la vitesse de marche dans un milieu qui n'est pas préparé, où on peut installer ça presque directement chez le patient, dans une version portable, et faire justement ces tests. Vous avez parlé de lieux différents. Oui. Et ces lieux différents, il va falloir faciliter le déplacement des personnes. Oui. Comment voyez-vous ça? Est-ce que c'est la sécurité sociale qui prendra en charge ces déplacements? Comment ça va se faire? Disons qu'on n'a pas d'éléments sur ce type de... Disons sur les différents lieux, nous avons seulement quelques idées. Ce serait par exemple, comme je l'ai dit, des centres balnéaires où des gens vont se rendre en vacances et vont faire ça de façon quasiment ludique. Et accessoirement, pour les personnes à mobilité réduite, il est prévu que cette version commerciale prévoit de la portabilité du système. Donc aller directement l'installer chez les personnes pour leur faire les tests. Je ne sais pas s'il reste une ou deux questions supplémentaires de la part du jury ou si vous avez eu toutes les explications que vous souhaitiez. Tout est clair. Mais écoutez, on peut remercier en tout cas cette présentation de Paul Ferré de ce projet FDS. Présentations qui sont toujours courageuses parce que c'est pas facile. Quand on est étudiant, de venir devant un jury, devant un amphi dans lequel il y a du monde, devant des caméras, présenter un projet en un temps très limité. Donc c'est d'autant plus courageux de leur part. Et puis on verra donc demain, parmi ces 3 projets qui ont été déjà sélectionnés, qui sont passés à l'oral, lequel sera récompensé. Et donc sera le projet 2014 étudiant qui sera remis par IMS Networks. Il est 9h45, on est dans nos clous, donc vous voyez toujours que sur votre fenêtre de diffusion, vous avez toute la liste des projets qui vont être présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à voter dès qu'il y a un projet qui commence à vous séduire. Les internautes, le vote est totalement transparent, vous verrez les résultats en temps réel de qui vote pour quoi. On va faire une petite pause jusqu'à 10h avant d'enchaîner sur la deuxième catégorie. On peut remercier notre jury qui était là pour nous accompagner ce matin. Petite pause et donc à 10h, on va enchaîner sur la catégorie réseau de patients et professionnels de santé. À tout à l'heure.